Bien, nous sommes de retour. Est-ce que tout le monde est bien là? Oui, je vois Freddy. Bien, rebonjour à toutes et à tous. Je crois qu'on va donner le coup d'envoi de la deuxième table ronde et dernière table ronde de cette belle après-midi consacrée donc à la relation entre l'art et la crise écologique. Pour cette deuxième table ronde, donc, nous allons nous consacrer à la montagne et la question qui va animer les échanges donc de cette table ronde est celle de savoir que peuvent faire les arts pour faire basculer l'écologie montagnarde sur le versant du sensible. En quoi donc le milieu montagnard est-il un témoin spécifique et une victime de la crise climatique? Comment l'art peut donc créer une brèche pour faire monde commun, pour rendre plus sensible la crise écologique qui se déroule en montagne? Quels récits ou quelles propositions artistiques permettent justement de rendre plus sensible le dérèglement climatique et ses effets sur les êtres vivants en montagne et la montagne elle-même? Quels nouveaux imaginaires aussi peuvent donc naître de la réflexion et de la pratique artistique? Et finalement, voilà, est-ce qu'on ne serait pas, c'est un peu une question je ne sais pas si elle est en fil rouge, mais est-ce que l'art peut contribuer d'une certaine manière à passer finalement de l'humain au terrien, puisque voilà, en reprenant un peu le concept de Gaïa, on serait éventuellement face à voilà une possibilité de l'art comment dire, oui, de décentrer ou recentrer sur une perspective qui soit pas anthropocentrique justement la relation qu'on a avec l'humain. Voilà, que peut l'art d'une manière générale face au bouleversement climatique et écologique en montagne. Alors pour cette table ronde, on a le plaisir d'accueillir une diversité voilà, d'intervenants que je vais présenter très brièvement dans un premier temps, puis ensuite je ferai comme lors de la première table ronde un petit peu plus de détails pour chacun. Donc nous aurons le plaisir d'écouter Guillaume Barborini, qui est donc artiste plasticien, Jérôme Cochet, qui est en route, qui est donc metteur en scène et comédien, Julie Michel, qui est donc enseignante-chercheur et adjointe de direction au Cairn, dont on dira un mot, et puis Freddy Maignan, qui est donc l'ancien président de Mountain Wilderness, mais aujourd'hui vice-président, si je ne me trompe pas, et je vais tout de suite un peu plus présenter Freddy pour qu'on puisse t'écouter ensuite. Du coup, on connaît ton amour de la neige. Tu as gardé le mythique refuge du promontoire pendant des années. Tu es un fervent défenseur des espaces de montagne. Je le disais, tu es aujourd'hui vice-président de l'association Mountain Wilderness, si je ne me trompe pas, qui est donc une association nationale de protection de la montagne, hein, qui organise notamment un événement important sur les états généraux de la transition du tourisme en montagne, un événement qui aura donc lieu le 23 et 24 septembre prochain, si je ne me trompe pas. Et donc, tu es également, tu diriges aussi également, tu établis ton camp de base à la Gélinotte. Donc, il y a un resto, bar, lieu culturel situé à Revel, en Beldon. Voilà, Freddy, je t'invite donc à nous parler de ce que tu imagines, de ce que la culture ou l'art peut faire et comment par rapport donc à la crise écologique en montagne, et puis
comment faire face, comment accueillir, comment aider à découvrir toutes les facettes de la vie montagnarde et comment mieux aider à la responsabilité, à l'autonomie, au respect montagne. Quel rôle de la culture et de l'art autour de cet enjeu. Merci Anne-Lise. Alors, je ne sais pas si je vais embrasser toutes ces questions-là, mais en tout cas, je voudrais surtout au départ de la discussion poser quelques regards rapides sur quelques spécificités du monde de la montagne aujourd'hui. D'abord, moi, d'abord personnellement, on va dire, je vis en montagne habitée, mais je suis très attaché et très marqué par la montagne inhabitée, la haute montagne. Voilà, c'est juste parce que ça fait partie de mes éléments de points de repère importants. Alors, quelques remarques sur le monde de la montagne aujourd'hui. D'abord, je crois qu'on est vraiment dans une situation où on assiste à une évolution, et j'insiste là-dessus, qui me semble extrêmement rapide, ce qui n'a pas toujours été le cas. Voilà, extrêmement rapide dans le monde de la montagne, de prise de conscience écologique notamment, mais voilà, des questions sociétales par extension. Un point par rapport à ce qu'on dit tout à l'heure ce qu'on a dit tout à l'heure sur le réchauffement climatique, le fait que c'était beaucoup perçu sur une base scientifique ou sur une base de statistiques ou à travers la presse, c'est un peu différent en haute montagne et en montagne. C'est même assez différent, on va dire, puisque là, quelque part, que ce soit le recul de la neige, que ce soit les glaciers qui disparaissent, tout ce qu'on connaît, que ce soit les effondrements qui sont non négligeables. Hein, moi, je dis ça parce que c'est des choses vécues au quotidien par un certain nombre d'acteurs de la haute montagne. Voilà, il y a dans l'accélération de la crise climatique, on va dire même, je dirais qu'elle est amplifiée en haute montagne. Vous le savez, en chiffres, hein, on est 2 fois plus élevé en haute montagne sur le réchauffement climatique que sur le reste en bas. Et les conséquences sur un territoire fragile sont, on va dire, fortes, quoi. Fortes, et elles impactent concrètement l'activité d'un certain nombre d'acteurs de la montagne. Voilà, donc le réchauffement climatique en montagne, ce ne sont pas que les rapports du GIEC, c'est déjà l'ouragan climatique, si je peux dire, qui commence à pointer le bout de son nez concrètement. Voilà, un vécu donc assez fort. Et alors, on se retrouve dans cette situation un peu enfin étonnante, je ne sais pas, où à la fois on a un rapport à la beauté de la montagne, de la haute montagne, à la fois à l'urgence, dans un même mouvement, à la fois à l'immensité et à la fragilité, et de tout ça étant potentiellement peut naître une énergie, on va dire, je ne sais pas quel mot utiliser, de transition ou créative, je préférerais. Voilà, et ça c'est presque, je dirais presque au quotidien. Donc ça c'est la première remarque. La deuxième, c'est que on est assez clairement, et je note pour la première fois, moi, dans des sphères assez différentes du monde de la montagne, pas que dans les sphères, on va dire, déjà sensibilisées historiquement, on a une disponibilité nouvelle. Je ne dis pas un mouvement, mais en tout cas une disponibilité nouvelle. La succession des secousses ont fait que je crois qu'il va y avoir des réactions. Alors, bien sûr, il y a des réactions parfois qui paraissent contraires. C'est-à-dire, à la fois, on cherche à se rassurer et continuer comme avant, mais en même temps, ça s'interroge beaucoup. Et en toile de fond de l'interrogation, moi, j'y mettrais un mot. Ça vaut ce que ça vaut, mais la perception de notre vulnérabilité personnelle, bien évidemment, mais pas que personnelle, pour l'humanité, et de fait, puisque c'est pour l'humanité, y compris pour nos systèmes économiques ou nos modèles économiques. Et je ressens assez clairement que même ceux qui,
très peu d'années ou très peu de mois étaient assez sûrs encore que pendant des décennies, ça allait le faire, là, la certitude est beaucoup moins forte, quoi. Voilà. Bref, perception en toile de fond de notre vulnérabilité individuelle, collective et tout ça. En gros, le sentiment que oui, on n'y croyait pas trop avant, mais oui, tout peut s'arrêter. Alors, donc, disponibilité nouvelle, et je crois que ça crée des opportunités qui pourraient s'avérer vitales. Alors, dans l'espace montagne, d'abord, c'est un espace, je pense qu'il faut regarder ce qu'il y a de singulier dans cet espace montagne, dans ces espaces montagne, pardon. C'est que si on le ramène à l'échelle du continent européen, ce sont un des rares territoires non aménagés où l'humain il passe, où il est invité, mais où la perception que nous faisons partie d'une vie terrestre et que nous ne sommes pas en situation de domination, mais au contraire en situation de faire partie d'eux, est assez perceptible, quoi. C'est-à-dire, on est en rencontre avec la vie terrestre dans toutes ses dimensions. Et quand je dis rencontre avec la vie terrestre dans toutes ses dimensions, la vie sauvage, parce qu'elle là, nous faisons, au-delà des dernières maisons habitées, nous rentrons dans un domaine où l'humain n'habite pas, donc où il ne fait que passer. C'est important dans la conscience parce que on a le sentiment, je crois qu'on peut percevoir on se perçoit mieux nous-mêmes dans ce monde-là, dans cette vie terrestre. C'est en fin de compte, quand on va en montagne, c'est parfois une rencontre avec soi-même et avec le genre humain, soi-même individuellement et le genre humain qui fait partie de cette vie terrestre. Et donc, clairement, la montagne est un terrain dans cette situation de crise écologique, crise sociétale, les crises, on va aller vite, d'opportunités, de rapports différents au vivant, au sauvage, à l'humain et donc à la terre. Donc, quelque part, ça crée richesse quand même. Donc, troisième, je crois, question. Sur le mariage de l'urgence et des possibles. Il me semble que la montagne pourrait être un espace propice pour réinventer une façon de vivre, d'autres façons de vivre, pour les raisons que je viens d'évoquer. Alors, en même temps, ça entrechoque forcément, parce que on n'est pas un monde à part quand même, c'est-à-dire qu'on a été très marqué, la montagne est matricée par notre histoire collective, c'est-à-dire qu'on a un rapport à la montagne encore dominant aujourd'hui, qui est dans l'aménagement du territoire, on va remodeler les montagnes, même dans le domaine des pratiquants, les termes du XXe siècle, c'est on va vaincre la montagne, on va à la conquête de la montagne, où on réduit la montagne à un terrain de jeu, ça on continue à l'utiliser énormément, où on le réduit à un terrain de tourisme. Bref, on est encore très marqué par toute cette démarche d'une partie du genre humain, on va dire, qui est de s'affranchir des lois naturelles, de tenter de s'affranchir des lois naturelles. Ça date il y a quelque temps, cette expression-là. Mais derrière s'affranchir des lois naturelles, quand on dit ça, ou quand on se comporte comme ça, on est encore dans un rapport de domination, d'extériorité quelque part, comme si nous étions des extraterrestres sur Terre, quoi, de supériorité et de volonté de maîtriser les choses. On va dire que c'est très 20e siècle. Et alors, dans ce cadre-là, je trouve que, et moi j'ai envie de me battre pour ça, pour réhabiliter le sensible. C'est évident que quand on parle du sensible, dans la vie quotidienne, dans la vie courante, c'est encore une marque de faiblesse. Hein, c'est encore une marque de faiblesse. Ouais. C'est un peu à contre-pied des gagneurs, comme on disait il y a quelque temps, ou des gens qui allaient maîtriser la planète, quoi. Aujourd'hui, cette question du sensible, des sensibilités, des 5 sens, devient peut-être un atout extraordinaire. Qui peut amener au regard, à la compréhension, à la coopération plutôt qu'à la compétition sur tous les plans.
Donc là, je trouve qu'il y a quelque chose qui est en train de… voilà, il y a des points d'appui possibles. Alors, dernière chose, c'est que sur ce potentiel, je crois que les conditions existent pour qu'on essaye de réinventer. Alors, je ne sais pas si le mot symbiose est le plus adapté, j'en sais rien. Moi, j'ai envie de dire en symbiose, parce que c'est comme ça que je le sens. Et on est dans une situation, on a les territoires de montagne où on peut être à la fois, il y a besoin d'être à la fois très concret sur voilà, qu'est-ce qu'on change, qu'est-ce qu'on met en œuvre, quelle initiative, quel engagement, tout ce qu'on veut, et en même temps de prendre du recul. Et il y a cette disponibilité pour ça, quoi. On n'est pas simplement les mains dans la terre ou la tête dans les étoiles, on peut avoir les deux, quoi. Et on peut avoir les deux, et je pense que les conditions existent pour que ça marche. C'est-à-dire de réinterroger le sens ou l'essence de ce que nous faisons. Voilà. Et donc, on est dans cette situation où je crois que la disponibilité dont je parlais tout à l'heure, elle porte sur le besoin de comprendre, de faire, le besoin d'équilibre, le besoin d'harmonie, et quelque part, la force le besoin, la force de la beauté, quoi. Voilà. Donc, il faut qu'on qu'on réinterroge, qu'on se réinterroge collectivement. Parce qu'en la fois, je l'ai dit, on a nos habitudes, nos ancrages, et parfois on bosse beaucoup en silo. Vous voyez, par exemple, si je prends, quand je dis habitude et ancrage, si je prends le monde de la montagne, même, je ne parle pas des aménageurs, je parle même de chez nous, on va dire, on est encore parfois, dans les pratiquants ou les professionnels de la montagne, on est encore très des techniciens de la montagne. Voilà. Mais on dire qu'on prend un morceau de… on est encore trop… ouais, on est encore soit uniquement de la consommation. Enfin, bon, bref, on est encore un peu… il manque du sens partagé de la montagne dans toutes… C'est figé. Peut-être les orages qui… ça s'est figé, mais peut-être que ça va se réactiver. Zut, zut. Freddy, ça a coupé. On a eu une petite coupure de son et d'image. Je ne suis pas sûre qu'il nous entende. Freddy, tu nous entends ? Une volonté que ça soit presque… Je sors d'un stage de formation des gardiens de refuge, la promotion dernière, et ça m'a marqué, quoi. Vraiment, de se dire, ces refuges-là peuvent être des moments où on s'interroge sur nos modes de vie, sur l'ouverture à tous, sur la question des 5 sens, bref, quand je parle d'évolution, c'est très concret. Et moi, je trouve que sur ce débat de l'artistique, là-dedans, je ne pense pas que c'est les artistes qui vont sauver le monde. Par contre, je pense que les artistes peuvent nourrir le monde. Et surtout, quand il y a des mouvements, on sent une disponibilité des mouvements comme ça, je pense que, là, encore une fois, sur les refuges, par exemple, ce qui est en train de se développer, comme idée, c'est des refuges non pas simplement pour nourrir et être hébergés, mais des refuges de moyenne montagne dans lesquels les enfants, les adultes, tout ça pourraient faire l'expérience de stimuler les 5 sens humains, le toucher, le regard, l'écoute, bon, bref, et avec l'intervention là, par exemple, pourquoi pas simplement des gens bien sûr du monde de la montagne, guides, accompagnateurs, tout ça, mais pas simplement, la montagne c'est bien plus que ça. Aussi de photographes, de poètes, d'astronomes, d'écrivains, et les expériences qui se développent sur des moments de lecture dans ces refuges voilà, c'est des moments où en fin de compte on explore une autre relation à ces territoires de montagne, et qui
qui aujourd'hui mériterait, dans le cadre des débats sur transition, et mériterait d'être complètement mis sur le devant de la scène, quoi. Et donc, quelque part, l'amorce de la transition est là, avec toujours les dangers. C'est que parfois, certains sont tentés de faire de la transition uniquement une transposition d'une conception de l'hiver à une conception de l'été. Mais quand même, il y a cette ouverture actuelle, et je trouve que c'est, nous par exemple, on est, et tu l'as évoqué tout à l'heure, Anne-Lise, on a pris l'initiative de lancer des états généraux de la transition du tourisme. Alors, contrairement au titre, c'est pas pour parler que du tourisme, c'est vraiment mais c'est une porte d'entrée pour justement arriver à parler de cette question, de ce sens partagé collectif, de cette disponibilité, de cette énergie. Enfin, dire un peu les choses sincèrement, je pense que je suis un peu surpris par la bonne façon, la façon dont ça c'est en train de prendre, et où, pour le moment, l'ensemble des acteurs, tout confondu, y compris ceux qui étaient en opposition, parfois un peu, ils le sont toujours d'ailleurs sur les conceptions, mais une volonté de travailler ensemble. Et je crois que pour nous, enfin pour moi, je pense que c'est une opportunité assez géniale pour arriver à faire émerger ce qui justement pousse, qu'on sent qui pousse dans la société et qu'on peut cultiver. Si ça peut nous aider à sortir un peu des clivages, des silos ou des lobbies, d'arriver à faire émerger quelque chose qui touche à la beauté de la montagne. J'ai envie d'être optimiste, pas parce que ça me fait plaisir, mais parce que je me dis qu'il y a cette opportunité-là, que ça existe, et que ça serait vraiment dommage de pas le cultiver, quoi. Oui, Freddy, merci beaucoup. Je ne peux pas être plus d'accord avec. Si tu m'entends, on a eu une petite déconnexion en l'espace d'un instant. Merci beaucoup pour cet élan d'optimisme et ce témoignage de cette vitalité, en tout cas de ce potentiel de transformation. Je crois que du coup, Jérôme, tu nous as rejoint effectivement, bien ponctuel avec toutes tes activités. Bonjour. Bonjour à toi, Jérôme. Je vais simplement dire un petit mot d'introduction te présentant. Du coup, voilà, tu es comédien et metteur en scène. Crois beaucoup dans la nécessité d'un théâtre qui rend compte de la complexité et de la diversité des enjeux du monde contemporain. Je crois que la création donc de la compagnie des non-alignés date de 2016, donc une compagnie que tu as créée avec Daniel Léocadi et Clémence Longy. Et la compagnie des non-alignés propose donc des objets théâtraux singuliers. Travailler beaucoup sur la base du recueil de témoignages sur le terrain et sur le développement donc de spectacles participatifs où chacun donc peut trouver sa place. Et la compagnie, il faut le rappeler, est transdisciplinaire, si on peut dire. C'est-à-dire qu'elle est formée par des artistes, des scientifiques, des écrivains, des techniciens, issus voilà, de plusieurs structures, hein, de l'ENSAT à la Comédie Saint-Étienne, du cours Florent ou de l'INSA de Lyon, du CERN, de l'EPFL ou encore de l'ENS. Il y a deux projets je sais pas, donc qui sont un peu au centre de l'attention étant donné le sujet aujourd'hui du colloque, qui sont donc le spectacle Mort d'une montagne et ou en tout cas le projet Terre d'en haut, qui sont donc des processus nomades de création en prise directe avec le territoire montagnard et les enjeux écologiques qui traversent cet espace. Voilà, je te laisse le bâton de parole de nous. Voilà, tout simplement. Ça marche. Comment ça se passe? Il faut que je parle en continu ou tu me poses des questions? Ce qui était prévu, c'est que tu prennes le bâton de parole, mais on peut très bien improviser ouais. voilà, des questions en rapport à ce que tu souhaites. Non, mais je vais parler. J'ai combien de temps à peu près juste pour. C'est un petit quart d'heure?
Voilà, exactement, une dizaine de Une dizaine de minutes ou un minutes. quart d'heure. Mhm. Ok. Moi, je vais essayer de partir de ces deux projets un petit peu et puis de tracer un peu là-dedans, et puis quitte à ce que vous me relanciez par une question au besoin. Du coup, je rejoins un peu la réunion en cours, donc j'ai pas assisté à l'introduction, mais je m'inscris dans la suite de Freddy qu'on connaît bien avec la compagnie puisqu'on a régulièrement travaillé ensemble. Effectivement, donc tu en as parlé, enfin, où j'ai au travers de la compagnie plusieurs spectacles qui sont vraiment très liés au monde montagnard, à ses enjeux et notamment à la question, alors à la fois de la transition, mais pas que. Je dirais qu'il y a tout un aspect vraiment sur ces questions de mutation, hein, de l'écosystème montagnard, mais aussi sur aussi d'autres spectacles, tu l'as dit, un peu plus participatifs et où le but, c'est vraiment de faire se rencontrer les gens de ces territoires. Donc c'est à la fois en termes d'enjeux et en termes de mode de rencontre. Et bah, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter Terre d'en haut et Mort d'une montagne, qui sont un peu les deux grands axes qu'on a tracés dans les massifs ces 2, 3 dernières années, et qui sont un peu les portes d'entrée du théâtre auquel je crois autour de toutes ces problématiques. Et puis voilà. Donc enfin, moi je suis parti il y a 3 ans du constat qu'il y avait assez peu de théâtre en montagne et que moi c'était un milieu dont j'étais familier. J'étais déjà très lié au sport de montagne, je vivais déjà au pied des montagnes. Et puis, dans toutes ces questions de mutation du milieu de la montagne, dans ces questions de changement climatique, d'évolution des pratiques, je m'interrogeais un peu sur ce que je pouvais apporter, quelle pouvait être ma pierre à l'édifice. Et effectivement, le théâtre, pour moi, c'était quelque chose qui n'existait pas trop en montagne. Il y avait beaucoup de représentations en montagne, des artistes qui circulaient en résidence, en représentation, qui venaient jouer des formes, mais un théâtre directement aux prises avec la montagne qui se faisait sur le territoire, avec les gens et sur les sujets de la montagne, que ce soit sur les sujets écologiques ou même sur des sujets plus techniques, hein, l'alpinisme, voilà, les courses en montagne, les sports de montagne, etc. J'avais pas vu ça, moi, en tout cas. Et du coup, on s'est engouffré un petit peu là-dedans en faisant des premières propositions, des premières tentatives. Et puis, petit à petit, les choses se sont mises en place et effectivement, on a commencé à inventer un théâtre un petit peu en commençant de rien et à inventer un théâtre qui pouvait s'inscrire à la fois dans ces lieux-là et dans ces thématiques-là. Le premier spectacle qu'on a fait, ça s'appelle Terre d'en haut. C'est un spectacle qui est en fait une espèce de grand processus documentaire où l'idée était d'arriver dans un massif de montagne qui devenait une espèce de sujet d'étude. Et on a commencé en Beldon, notamment avec Freddy à la Gélinote, mais pas que, hein, dans des villages un petit peu autour. Et l'idée était de se poser en tant qu'équipe artistique, ne connaissant pas forcément le territoire, avec des gens très liés au domaine de la montagne, des gens qui en étaient plus éloignés, et de dire, OK, on est là sur le terrain et on va passer 3 semaines, 4 semaines de présence sur place et inventer un spectacle où tout va venir du terrain. C'est-à-dire, nous, on arrive juste avec une espèce de méthodologie et on va scoltiner des balades sur le terrain, des rencontres avec les gens, de l'écriture de scènes un peu problématisée. Et on va rien amener. On va pas être dans une posture d'artiste qui pose un geste sur le territoire. On va arriver les mains vides et fort de qui on est et de ce qu'on sait faire à partir de ce qu'on découvre, on va faire un spectacle. Et donc Terre d'en haut, Beldon, ça a été le premier volet de cette aventure. On a été en Beldon pendant 3 semaines et on a déployé 4 protocoles d'enquête qui étaient très rapidement donc des balades où les artistes allaient découvrir le territoire en faisant une grande randonnée sur un parcours défini, la racontaient en faisant une scène de théâtre avec, des entretiens où on rencontrait beaucoup de gens, des habitants, des acteurs du territoire, aussi bien scientifiques qu'agriculteurs, que bergers, que touristes, que grenoblois en week-end, etc., etc., toutes les personnes possibles. Un troisième méthode d'enquête qui était d'écrire un cœur public de Beldon où on récoltait 100 définitions du massif qui formait une espèce de grand panorama sur tout ce qui se disait sur Beldon, donc du positif, du négatif, du problématisé, du naïf, etc., etc. Et puis tout ça convergeait vers une scène finale qu'on joue avec le public, qu'on appelle la controverse, où là, inspiré par les problématiques qui animent le territoire, on écrit une grande scène de débat public en général, qui se passe voilà, dans un cadre institutionnel. Nous, c'était une scène qui se passait à la mairie d'un village fictif en Beldon, et où voilà, on était nourri par le spectacle et on invitait, au travers d'une espèce de petite scène de fiction, les gens à rentrer dans la participation, dans le débat. Et le spectacle, comme ça, fait une espèce de grand arc où on part vraiment des comédiens et on finit par tous jouer ensemble avec le public en essayant de poser des principes de mise à l'écoute de toutes les problématiques du territoire et de mise en bienveillance avec tous les points de vue.
Ce qui fait qu'en général, on sort de ce spectacle en ayant fait une grande traversée du territoire, en ayant appris plein de choses et en étant agité de plein de questions. Puisque, il faut le dire, moi, je ne suis pas du tout pour un théâtre militant qui donnerait des clés ou qui dirait, voilà, il faut faire comme ça. En général, nos spectacles, on en sort plus questionné qu'avec des réponses et on en sort surtout plus questionné à l'endroit où on pensait avoir des certitudes quand on est venu voir le spectacle au début. Et c'est un petit peu un mode qui m'est cher. Donc voilà, ça c'était le premier spectacle, vraiment un spectacle documentaire en résumé, où voilà, on produit un objet qui est du théâtre, qui est participatif, qui est vivant, mais où le contenu est vraiment purement qui provient du terrain et où nous on pose pas de gestes par-dessus. Spectacle voilà, qui s'est joué en Beldon, qu'on va rejouer et où voilà, les thématiques viennent vraiment du lien avec les gens. Et par contre, on a fait un deuxième spectacle récemment qui s'appelle Mort d'une montagne, où là, on a un peu agité les mêmes méthodes documentaires, mais pour vraiment écrire un spectacle de fiction, c'est-à-dire raconter une histoire montagnarde, où là, on a inventé des personnages, on a inventé des situations, on a inventé toute une histoire en fait. Et ça, c'est un projet qui n'est pas encore terminé, qu'on a commencé l'année dernière avec Scènes Obliques. On est vraiment parti pour le coup d'une problématique très précise. On en a, j'en ai, je crois, parlé un peu avec Freddy, j'ai eu quelques briefs tout à l'heure, mais toutes ces questions d'écroulement de montagne, avec le réchauffement climatique, la fonte du permafrost, le bouleversement dans les courses d'altitude, les mutations dans l'économie liées au tourisme. Et on s'est très fortement inspiré de l'effondrement de la Meije il y a quelques années, enfin un des effondrements de la Meije, qui avait un petit peu comme ça mis à l'arrêt toutes les courses une partie des courses autour de la Bérarde. Et on est parti en enquête, rencontrer des guides, rencontrer des clients, rencontrer des acteurs du territoire, rencontrer le parc, rencontrer etc., etc., pour écrire une grande fiction où vraiment on déploie là pour le coup plusieurs strates. Il y a une espèce d'objet aventure, puisque c'est une histoire de montagne, comme on les connaît, avec des gens qui partent en montagne, faire une course, qui partent à l'aventure. On a un aspect aussi documentaire, avec toutes ces questions dont j'ai parlé dans l'autre spectacle, qui est vraiment de rendre compte du point de vue de tous. Et on a un aspect aussi beaucoup plus philosophique et métaphysique où on déploie là pour le coup une forme de poétique sur cette question de ces montagnes qui s'effondrent autour de nous et en fait le questionnement profond que ça peut animer en nous de voir tomber les montagnes qui sont ces espèces d'objets censés nous survivre, censés être là pour toujours. Et en fait, on est à un point de rupture où on voit les glaciers disparaître, les montagnes qui s'écroulent dans les étés caniculaires. Et donc ça, c'est vraiment le deuxième spectacle qui est un objet qui déploie un petit peu toutes ces couches de récits et où par ailleurs, je pense là je peux en parler, Freddy a abordé ce sujet tout à l'heure, on peut poser un geste artistique et en même temps, comment dire, je dirais plus simplement que ce qui m'intéresse dans la pratique artistique, c'est pas seulement d'amener des gestes dans les territoires, c'est de vraiment faire dialoguer des mondes aussi. Et avec ce spectacle, on s'efforce vraiment de jouer dans des théâtres aussi bien que de jouer dans des refuges, aussi bien que de jouer dans des auberges, que de jouer dans des campings, que de jouer. Et on va aussi bien rencontrer des publics qui sont purement des gens de culture, qui connaissent rien à la montagne, hein, clairement, qui sont vraiment des gens qui vont au théâtre, et que des gens qu'on rencontre sur le terrain. On a joué par exemple à la fête des guides à la Bérarde l'été dernier, où on joue devant des gens qui sont purement montagnards, et pour certains, des fois, qui n'étaient jamais allés au théâtre. Et moi, c'est vraiment au-delà des objets artistiques, du discours qu'ils portent, des enjeux qu'ils amènent qui sont hyper importants, mais au-delà de ça, ce qui est hyper important, c'est les rencontres qu'on peut inventer et le fait de faire se rencontrer des mondes au travers du théâtre qu'on essaye de créer. Voilà. Voilà pour une présentation des deux projets. Moi, ce que j'avais proposé aussi, je ne sais pas combien de temps j'ai parlé, là, une petite dizaine de minutes peut-être. Je voulais quand même parce que le but c'est pas de parler de ma vie et de ce que je fais non plus, c'est d'amener un peu des pierres à l'édifice. J'avais proposé de lire peut-être un extrait de Mort d'une montagne pour avoir aussi une petite tonalité de ce que peut être la pièce, ce que peut être le texte. Ça vous semble le bon moment? Oui, tout à fait. Ouais, on fait ça. Ouais. Je vous raconte. Ok, super. Ça va, on me suit. J'arrive pas à savoir si je suis clair, si c'est intéressant, si je suis dans le thème. Ça va? Tout va bien. Ok, C'est super. très N'hésitez pas, clair. hein, voilà. Mort d'une montagne, l'histoire. Ça se passe dans un massif imaginaire qui s'appelle le massif des Hautes-Aigues, qui est un massif qu'on a inventé, hein, qui n'existe pas, et où il y a un sommet emblématique qui s'appelle la Grande Reine, qui est un sommet mythique, comme peut être le Mont Blanc, comme peut l'être la Meije,
et qui est extrêmement prisé par les alpinistes, qui est le terrain d'une très grande course de montagne, extrêmement connue, extrêmement renommée, que des gens viennent faire tous les étés. Et la pièce se passe lors d'un été particulièrement caniculaire, où en fait la montagne s'effondre une nuit, alors qu'il y a des gens dans la course, etc. Et voilà, il y a un énorme éboulement, il y a tout un pan de la course qui part, et en fait la course est condamnée pour l'été, c'est trop dangereux, il y a des blocs instables, on ne peut plus aller en montagne. Et la pièce commence là-dessus. En fait, on a toute une galerie de personnages qu'on voit se débattre autour de ces questions, puisque l'économie de la vallée est affectée, l'économie du tourisme, hein, puisqu'on est dans ces questions-là, est complètement perturbée, et se pose la question de qu'est-ce qu'on fait avec cette montagne, voilà, quelle décision on prend. Et on va suivre 3 personnages principaux qui sont une fratrie. On a Fanny, qui est une gardienne de refuge, qui est la gardienne du refuge du Vautour, qui se situe en contrebas de la traversée condamnée. Son frère Pierre, qui est guide de montagne, qui lui a l'habitude d'amener des clients dans cette course, qui ne peut plus y aller. Et on a un 3e frère qui s'appelle Benjamin, qui lui est un frère qui est parti, qui a quitté la montagne, parce qu'il a des problèmes avec la montagne. C'était difficile pour lui quand il était plus jeune. Il ne s'est jamais senti à l'aise avec ses sommets. Et il est parti faire ses études, et puis il revient, en fait, parce qu'il y a un poste qui s'ouvre au parc des Hautes-Aigues de chargé de mission. Et il devient médiateur, comme ça, au parc, et il rencontre un petit peu tous les gens sur le territoire, et voilà, pour essayer un petit peu de trouver des solutions pour la transition économique, pour la transition climatique. Il va, lui, avoir une vision assez panoptique du monde de la montagne. Et arrive un 4e personnage qui s'appelle Françoise, qui est une alpiniste parisienne qui débarque là-dedans un petit peu, dans cette situation, et qui, elle veut faire le sommet. Elle veut aller en haut de la Grande Reine, et puis elle a réservé pour ça. Elle a des enjeux personnels que je ne vous dévoilerai pas, qui font qu'elle ne peut pas faire autrement que faire ce sommet. Elle va réussir à convaincre Pierre de l'emmener jusqu'au refuge du Vautour, où ils vont rencontrer Fanny. Et voilà, ils vont être aux prises avec ces questions-là, de est-ce qu'on va dans la montagne qui est dangereuse, qui est condamnée, voilà, ou est-ce qu'on renonce? Et cette thématique du renoncement, elle est intéressante pour moi parce que c'est aussi un peu une métaphore peut-être d'un renoncement qu'on doit avoir en termes de société aujourd'hui face à certains rêves qu'on a. Freddy en parlait tout à l'heure, hein, notre rapport au monde, notre rapport à la nature, notre rapport à notre pouvoir sur le monde. Est-ce qu'on continue à affirmer nos ambitions, ou est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas dire je renonce? Et cette course de montagne, elle est emblématique de ça. Et moi, je voulais juste vous lire un extrait du chapitre 3, qui est le chapitre lié au 3e frère qui s'appelle Benjamin, qui est chargé de mission, et qui, lui, dans tout ce chapitre, en fait, il va rencontrer tous les acteurs de la montagne, il va être baladé de thématique en thématique, et puis il va se perdre dans ces questions-là, il va se faire prendre à partie un petit peu de partout. Il rencontre des agriculteurs, il rencontre des gens de la station de ski qui veulent installer des canons à neige, il rencontre des écologistes, il rencontre voilà, des installateurs de voies d'escalade, il va être malmené dans tout ça. Et je vais juste vous lire son monologue d'entrée dans ce chapitre, qui porte un petit peu les différents thèmes que je viens de vous partager. Donc, chapitre 3, Benjamin. Et Benjamin arrive sur scène et il s'adresse au public et il dit « Je ne pensais pas revenir ici si vite. Au début, je ne pensais même pas revenir tout court. Le projet, c'était d'aller loin, le plus loin possible des montagnes. Alors bien sûr, comme tout le monde, je les aime, nos massifs, en toile de fond des rues grenobloises. Mais la montagne dans ma famille, c'est plus qu'un paysage. C'est un terrain de jeu, d'ambition, un gagne-pain. Et parfois un lieu où on meurt. Davantage que tout ça encore, un lieu de confrontation entre soi et quelque chose d'autre, de plus grand que soi. Et c'est à l'aune de cette confrontation qu'on juge les hommes dans ma famille. Pas officiellement, hein, mais je l'ai toujours senti comme ça. Et j'ai toujours voulu fuir cette confrontation. J'imagine que certaines personnes quittent leur environnement d'origine sans savoir ce qu'elles trouveront en rentrant. Moi, ce que je laissais derrière moi, c'était des montagnes et la légende d'une famille gravée dans le rocher, du solide. Je m'offrais le luxe de partir sans m'inquiéter de perdre ce que je quittais. Tu peux partir, les montagnes seront toujours là à ton retour, je me disais. Mais quelque chose s'est passé. Quand les éboulements ont commencé à devenir plus nombreux, ça m'a saisi. Soudain, c'était la toile de fond de mon enfance qui partait en poussière, un paysage qui se recomposait sans moi. Et quand la face nord-est de l'Aiguille Noire est tombée l'été dernier, une des premières maisons à avoir été emportée, c'était celle de mon grand-père, qu'il tenait de son propre grand-père. Une petite cabane de montagne évaporée sous des tonnes de pierres en une nuit, avec 100 ans de souvenirs à l'intérieur. Nous entrons dans une époque où nous voyons tomber les montagnes. C'est bien sûr leur destin géologique de disparaître, érodé par le temps, mais nous n'étions pas censés y assister. Ce phénomène devait se déployer sur une échelle de temps hors de notre portée.
Nos civilisations devaient naître et mourir sur un fond de cime permanente, éternelle, qui nous précéderait, qui nous survivrait. Et voilà que nous survivons à certaines d'entre elles. Et d'un coup, ces sommets immuables et massifs que j'avais laissés derrière moi se révélaient vulnérables et temporaires. Cette fragilité m'a laissé une place. Je crois que c'est la raison qui m'a conduit à postuler au parc des Hautes-Aigues. La montagne, je ne l'avais pas affrontée, mais je pouvais revenir à son chevet. Et c'est le début du chapitre 3 où, voilà. Voilà pour moi. Moi, j'ai fait une entrée un peu par les projets qu'on a fait sur le territoire. J'espère que c'était pas trop, voilà. J'espère que ça allait, voilà. Je voulais Pas pas de trop souci. raconter ma vie, mais voilà. J'espère que ça a Non, permis mais d'amener dans les thèmes. ben, c'était tout à fait pertinent avec voilà, cette question de savoir comment l'art peut justement traiter ce sujet. Et au-delà de ça, effectivement, c'est très intéressant ce que tu nous dis sur au-delà de l'objet en lui-même ou même de la capacité à témoigner, les mondes de rencontres que cela tisse. Et ça va un peu dans le sens aussi de ce que disait Freddy autour de comment faire qu'aujourd'hui les refuges soient des lieux où se déploie justement une invitation à l'expérience sensible de la montagne. Merci pour cette lecture d'extrait qui reflète bien justement voilà l'histoire de ce personnage, mais plus clairement cette temporalité qui aurait dû être encore facilement reléguée aux confins de nos imaginaires et aux confins de nos inquiétudes, mais qui nous saisit. Et nous saisit d'autant plus voilà, que les échéances, effectivement, s'approchent de notre propre vie et non pas seulement de l'héritage que nous pourrions laisser aux générations suivantes. Merci en tout cas, Jérôme, de tout ça. Pas d'inquiétude à avoir, justement. Et puis, je continue un petit peu. Donc, on aura un temps d'échange ensuite. Hein, on va continuer un petit peu les interventions. Et j'aimerais bien présenter Guillaume, du coup, pour te laisser ensuite la parole. Guillaume Barborini. Guillaume, tu es né à Chambéry. Voilà, tu as été, donc tu es artiste plasticien, si je ne me trompe pas. Enfin, je sais pas Ouais, on comment. peut dire comme ça. Voilà, on me corrige si je dis pas les bons mots, mais voilà, tu as travaillé, en tout cas, tu as été formé à l'ESA de Lorraine. Tu t'intéresses à la façon dont on interagit avec les territoires, comment est-ce qu'on les habite. Tu pratiques aussi la sculpture, la vidéo, le dessin, l'écriture. Tu as participé en 2019 à un programme de résidence d'artistes en refuge porté par une association qui s'appelle L'Envers des Pentes, une association qui encourage la recherche, l'expérimentation, la création en territoire de montagne. Ton travail est présenté en France, au Luxembourg, en Corée, au Japon, en Italie, en Chine. Et dans la continuité d'un projet qui s'appelle Engager un pas, que tu as initié en 2017, si je ne me trompe pas, tu as donc été retenu pour la création du Sentier d'art Seine Oblique 2021, qui va être donc inauguré très prochainement, le 4 juillet, dans la forêt du col d'Urtière. Et je crois que c'est de ça dont tu vas un peu nous parler, entre autres, tout de suite. Pas tellement, pour être d'accord sur la montagne, ça sera plutôt évoquer la résidence que tu as mentionnée qui s'appelle l'Envers des Pentes. D'accord. Autant pour... Mais sinon, tout est très bien. Oui, peut-être un mot général sur ma pratique, mais tu l'as un peu lancé. Je dirais que ma pratique, elle consiste à, comme a dit Jérôme, presque poser des gestes. Il y a cette idée de venir déplier des gestes ou des manières d'interagir avec des territoires et d'essayer que ces gestes ils soient à mon échelle assez fragiles, attentifs aux choses et puis co-signés avec ces territoires par rapport notamment à peut-être un aménagement dévorant des territoires. L'idée d'être plus dans un rapport à l'expérience qu'à la consommation de ces terrains en tout cas. Et donc, la montagne n'est pas vraiment mon sujet. Je crois d'ailleurs pas vraiment avoir de sujet, mais plutôt des envies de gestes qui, petit à petit, vont instaurer des rapports aux choses. Et de là, remontent à la surface des choses qui pourraient être des sujets ou des problématiques.
Mais la montagne, comme tu l'as dit, je l'ai croisée dans le cadre d'une résidence d'une semaine l'été dernier. C'est donc un programme initié par l'Envers des Pentes qui invite chaque année 8 artistes, chacun pendant une semaine, dans 8 refuges du massif des Écrins. Et donc, c'est ça que je vais évoquer de manière peut-être un peu maladroite parce que le projet est encore, il n'est pas totalement il n'a pas totalement décanté dans ma tête, je dirais. Mais donc, cette résidence qui était sur un temps assez dense, en fait, j'y allais avec attirance, bien sûr, et en même temps, quelques doutes, justement dans le fait d'aborder la montagne, dans la mesure où il y avait peut-être quelque chose qui était de l'ordre d'une séduction de ces espaces ou quelque chose de prenant ou peut-être de spectaculaire, dont je crois qu'il faut un peu se méfier en termes d'image, en fait. Enfin, que ça pouvait susciter des images faciles, desquelles on peut facilement se retrouver prisonnier. Donc, j'avais ce premier doute. Et le second, peut-être un peu plus prenant, c'était que dans la mesure où mon travail consiste à poser des gestes, pour reprendre les mots de Jérôme, que je trouve très chouettes, la montagne m'apparaît un peu comme un espace où tout serait exacerbé et où tout est en équilibre d'autant plus, et un équilibre qui est d'autant plus précaire. Et de là, j'avais assez peur de poser le moindre geste en me disant qu'il allait avoir des conséquences qui pouvaient me dépasser. J'avais en tête, pour le coup, la fin du livre Le mot analogue de René Daumal, sur lequel Jérôme, avec les non-alignés, a également travaillé. Pour résumer le passage, c'est un personnage assez secondaire qui, dans la montagne, va tuer pour se nourrir un rat de roche. Mais par des réactions en chaîne, finalement, cette mort du rat va déclencher l'effondrement de tout un pan de la montagne. Et donc, en montant au refuge, j'avais un peu ça en tête. L'idée, fais attention Guillaume, l'idée que tout y est sur le fil, à la fois parce que tout est en équilibre précaire et tout est également sur le fil parce que tout est un peu en interconnexion également. Et donc, je suis monté je suis monté au refuge avec 4 kilos de ficelle, à peu près la place que j'avais dans mon sac, avec cette envie de tisser des liens et de venir nouer des choses entre elles. Et là, je peux tenter peut-être un partage d'écran. Tu pourras me dire si ça fonctionne. On te dit ça, on te dit ça. Ça fonctionne. Vous voyez quelque chose? Ok. Oui, on voit bien. Bien, je lance. C'est du coup un bout de vidéo, je ne sais pas du tout si c'est le projet final encore, qui s'appelle 32 pierres pour doubler l'équilibre. La vidéo du haut, c'était vraiment un geste initial qui a été suscité avec ce lieu qui était une sorte de plateforme au milieu de la pente, où j'ai construit un cairn qui pouvait être une sorte presque d'alter ego, en fait, un cairn aux dimensions de mon corps, plus ou moins. Et l'idée, c'était, pierre après pierre, de venir leur instaurer des sortes de fixations qui allaient permettre à la fois d'être dans un déplacement de ce cairn, mais aussi de nouer ces pierres entre elles dans un second temps. Là, je cherche le second temps. Et toujours sur la vidéo du haut, du coup, l'idée c'était de ce cairn maintenant, quelque part, l'essaimer à travers un pierrier sur une sorte de ligne plus ou moins droite et venir relier ces pierres entre elles, à la fois avec l'idée d'une sorte de cordée, mais une cordée très fragile où la moindre pierre tombant allait déclencher toutes les autres, encore dans ce système de réaction en chaîne, avec quelque chose qui était de l'ordre à la fois de la cordée, mais aussi d'une forme de piège ou d'un signal d'alarme qui, très mécaniquement, allait se signaler et traverser le pierrier voilà, de chute de pierre en chute de pierre. Et le dernier temps, c'était vraiment quelque part prendre en charge un éboulement. Donc ces 32 pierres, encore une fois, c'était venir les faire dégringoler la montagne doucement, avec dans un premier temps ces pierres toujours reliées entre elles qui venaient dessiner des formes de constellations, mais petit à petit l'ensemble s'en mêlant, on avait plus qu'un tas de pierres qui s'amalgamaient et on revenait à une sorte de cairn qui devenait impossible à déplacer parce que tout était, oui, de nouveau presque soudé les pierres étaient soudées entre elles. Et donc, cette vidéo, c'était juste une partie du projet. L'idée, c'était vraiment étant donné qu'il n'y avait qu'une semaine, c'était suivre tout ce qui pouvait être de l'ordre des intuitions, utiliser ces quelques pierres et cette ficelle comme une sorte de vocabulaire minimal à travers laquelle peut-être sous-entendre certains rapports à l'effondrement et aux liens qui unissent les choses entre elles. Ces vidéos, elles ont donné naissance à un texte, elles sont presque le support d'un texte
qui est à ce titre, d'après moi, peut-être plus important que les vidéos, que je mettrai en lien dans le fil de discussion. Et je montre une deuxième vidéo rapidement qui pourrait presque être une forme de prologue aux vidéos qu'on vient de voir de manière très hachée et très rapide. Et c'est ce geste très simple, du coup, qui consiste simplement à dévider ces kilomètres de ficelle que j'avais préalablement enduit de cendres avec les cendres du refuge, avec cette idée voilà, que cette pelote de ficelle, c'est peut-être aussi une petite planète qui s'emballe et qui va s'accélérer dans ses rotations, et en s'accélérant dans ses rotations, creuser la neige, et avec ses frottements qui s'accéléraient aussi, peut-être prendre feu à un moment donné. Voilà, il y avait l'idée d'une sorte d'image comme ça, d'un rapport à un réchauffement, et en même temps, cette boule qui va finalement devenir plus qu'une forme de graffiti noir sur la neige blanche, et puis devenir un lien, enfin simplement une ficelle sans attache. Voilà, tout ça, c'est presque plus des interprétations des gestes que j'ai déployés là-bas que vraiment ce qu'ils sont. Enfin, je ne sais pas encore exactement ce qu'ils sont. Mais en présentant ce projet, quand j'essayais d'écrire quelques lignes là-dessus, je mettais aussi que c'était une sorte d'alerte à tous nos incendies, mais aussi un pétard mouillé. Et c'est là-dessus peut-être que j'aimerais venir aussi, c'est que pétard mouillé, parce que je me rends compte de quelque chose d'assez dérisoire dans le fait de faire ça, et que la position un peu inconfortable dans laquelle je me trouve par rapport à ces enjeux écologiques, mais sans doute d'autres artistes aussi, c'est ce rapport à ne pas pouvoir ne pas en tenir compte dans la mesure où il est présent. Et enfin voilà, une sorte d'injonction, pour reprendre les termes d'Antoine Chopin tout à l'heure, à l'évoquer, et en même temps une difficulté à être un tant soit peu efficace par rapport à ces questions-là. Et en même temps, je ne sais pas si l'efficacité, c'est ce qu'on demande vraiment à l'art, dans la mesure où je ne crois pas qu'il opère de manière immédiate, enfin, une action et un effet immédiat, mais beaucoup plus peut-être par infusion, enfin, par d'autres voies qui sont très différentes. Et d'où la question, en fait, ce que l'art peut faire par rapport à tout ça. Il y a quelque chose de délicat à répondre, parce que j'ai l'impression que la réponse, elle implique un vocabulaire qui n'est pas forcément le vocabulaire de l'art. Je voulais sans doute ajouter quelque chose. Oui, et si je devais chercher, en fait, un peu répondre à cette question de ce que l'art peut faire, la seule chose à laquelle j'ai un peu pensé, c'est face à peut-être ces moments très visuels de ces crises, qui sont ces incendies géants ou ces effondrements de montagnes et tout ça, qui quelque part nous subjugue en fait en quelque chose de spectaculaire, qui fait aussi qu'on y assiste peut-être comme un spectacle, donc avec une certaine distance. Il y a peut-être un travail à faire sur la manière de relier cette situation qui nous dépasse avec nos vies vécues, et vraiment d'essayer de rendre une cohésion au monde. Et c'est à la fois, je pense, un peu ce qu'évoquait tout à l'heure Laurent Germont avec le travail de Marjolaine Dieckmann, et sur cette manière de devenir connecté des batailles de la Première Guerre à quelques centimètres carrés qui vont être le creusement des scolites, à ces milliers d'hectares qui sont abattus. Enfin, je pense que c'est comme ça un entremêlement des différentes échelles qui a peut-être un rapport, une sorte de pertinence à avoir. Et oui, je voulais rapidement évoquer aussi, la première chose que j'avais pensé par rapport à ces problématiques, j'arrête le partage d'écran, je crois, oui. C'était à Jean Giono, en fait, et j'ai vraiment l'impression que dans son langage, cette manière de peut-être parler avec les mêmes mots d'une montagne, d'un épi de blé, d'un humain, il y a quelque chose qui se joue sur cette mise en cohésion d'un monde. Et je peux m'arrêter là, ou je peux poursuivre, tout dépend en termes de temps. Je m'arrête. On va pouvoir y revenir peut-être de toute façon dans le temps d'échange. C'est très intéressant cette idée qu'on avait déjà évoqué aussi, de faire monde commun, de fait des liens qui relient, faire terreau. Je crois que je vais tout simplement aussi vous laisser ensuite parler des résonances que ça crée en chacun, puis on laissera bien évidemment le temps d'échange avec les participants à ce colloque. Merci beaucoup Guillaume pour cette entrée. Je vais mettre le lien vers le texte si jamais les gens il est bien là, donc vous pouvez voir
toutes et tous le lien dans l'onglet de discussion, voilà, du texte qu'on a hâte de lire. Guillaume, merci beaucoup. Et du coup, je me tourne, même si c'est un peu trop virtuel à notre goût, vers Julie Michel pour donc cette dernière intervention aujourd'hui de cette table ronde consacrée un peu plus à la montagne. Donc Julie, tu es chercheuse doctorante, tu étudies aux Beaux-Arts de Nantes. Je crois que tu as effectué un post-diplôme à l'ENSA de Bourges avant d'être associée en tant qu'artiste pour la recherche. Tu es initiatrice d'un collectif qui s'appelle Night Owl, où vous avez travaillé avec donc, Olivier Crabé autour des archives pardon, de Knud Victor, je ne sais pas si je prononce bien son nom, qui est un artiste danois qui se définissait donc comme un peintre sonore. Puis, depuis 2018, tu enseignes l'histoire de l'art à l'école d'art intercommunale, l'IDBL de Digne-les-Bains. Et depuis 2019, tu es adjointe de direction au laboratoire artistique en montagne du Cairn. Je crois que tu prépares actuellement une thèse à l'université Gustave Eiffel, Paris-Est. Et donc, peut-être un tout petit mot sur Cairn encore, qui est donc un laboratoire artistique en montagne, rattaché donc au musée Gassendi. Et tu participes également à la chaire Habiter le paysage, où tu as participé l'art à la rencontre du vivant. Je crois que c'était tout un petit peu pour présenter. Et puis, peut-être une question pour initier un petit peu cette dernière intervention, mais je peux être à côté de la plaque, donc tout simplement, voilà, c'est indicatif. C'était un peu de reprendre encore une fois cette phrase qu'on a déjà évoquée, mais que l'enjeu était peut-être pour l'art justement de parvenir à mieux faire monde commun. Et puis, il y a plein de questions qui se posent autour de ça. Comment éviter d'être un ventriloque, finalement, qui reproduirait un régime qui séparait l'homme de la nature, ou alors qui reproduirait ce qu'on a pu décrire comme un orientalisme du vivant. En tout cas, comment entrer par l'art en relation avec les êtres vivants non humains. Voilà, je te passe également le bâton de parole pour cette dernière partie de la table ronde. Oui, mais merci beaucoup pour l'invitation et cette présentation. Je fais juste une petite rectification. J'ai enseigné en fait 1 an à l'école d'art de Digne, effectivement, avant de rejoindre le Cairn. Donc, je n'enseigne plus à l'école d'art. Et un petit mot, du coup, je suis très contente d'être ici pour ça aussi, puisque ça permet de nourrir ce projet de thèse. Peut-être que j'aurai l'occasion d'y revenir un peu plus tard, qui se structure autour du travail de Knud Victor, que je ne vais pas vraiment aborder là dans les 10 minutes qui me sont imparties, et qui se structure aussi en partie autour de certains artistes invités par le Cairn. Donc voilà, en fait, quand scènes obliques, quand vous m'avez proposé de participer à cette table ronde, j'ai tout de suite pensé à un projet que j'apprécie beaucoup d'un artiste qui s'appelle Sylvain Gouraud, et qui est intervenu à Digne en résidence en 2019, donc assez récemment. Donc j'ai plutôt envie de faire un focus sur ce projet, de rentrer un petit peu dans le détail avec vous et de pouvoir l'explorer. Mais avant peut-être de rentrer dans ce projet, je voudrais dire un mot du Cairn pour situer un peu le contexte, en tout cas d'en dire quelques mots. Je vais faire un partage d'écran. J'espère que ça va fonctionner. C'est bon? Ça marchait, mais là, ça a disparu. Ah, c'est bon. Bon. Alors. Oui, alors je vais peut-être baisser la galerie des portraits et supprimer ça. Est-ce que, bon, du coup, je ne vois plus personne. Ça va pour vous? Vous voyez bien? On a un écran blanc, tout simplement. Mais on a Vous rien avez un d'autre. écran blanc. Ouais. C'est écran blanc, je confirme.
D'accord. Alors, on va essayer autre chose, excusez-moi. Souci, ça. Ouais, c'est arrivé tout à l'heure. Tac, tac. Non, vous voyez toujours un écran blanc. Est-ce que là, vous voyez l'écran? C'est bon? Non, on te voit, toi. Vous me voyez, moi. Parfait. Alors, bon, j'ai envoyé tout à l'heure mes visuels à... Ouais, on va, Je réessaye une on va fois. les Ah, chercher. est-ce que là, c'est bon? C'est bon? Oui, Super. Est-ce que j'essaye le... Je vais quand même essayer le plein écran. Vous me dites si c'est... Est-ce que c'est bon toujours ou pas? Oui. oui. Donc, je ne vous vois pas, mais si vous voyez, c'est le principal. Oui, donc juste deux mots rapides de contextualisation. Donc, le Cairn, bon, déjà, c'est un nom assez parlant puisqu'il fait référence au vocabulaire de la marche et de la montagne. Et c'est aussi un acronyme fondateur puisqu'il signifie Centre d'art informel de recherche sur la nature. Et informel parce que c'est un centre d'art qui est né en 98 d'un partenariat assez singulier puisqu'il est né à l'initiative du musée Gassendi et de la réserve géologique de Haute-Provence, qui est en fait la première réserve européenne géologique créée en 1984. Et la spécificité de ce cairn, qui est donc une sorte de laboratoire artistique en montagne, c'est de présenter des productions et des créations à petite échelle, donc dans cet espace d'exposition, mais également sur un territoire beaucoup plus vaste qui est justement celui de la réserve géologique de Haute-Provence, mais qui aujourd'hui se nomme UNESCO Géoparc, puisque une partie de ce territoire a été labellisée en 2011. Et donc, voilà, ce laboratoire a permis la production de plus d'une centaine d'œuvres dans les montagnes qui ont, au fil du temps, rejoint la collection du musée Gassendi. Donc, je vais dire quelques mots sur le musée Gassendi en présentant quelques visuels que j'aurais pas le temps de commenter, mais c'est un musée départemental, un musée mixte qui hérite d'une double collection, une collection à la fois de beaux-arts avec un certain nombre de peintures paysagères et notamment de la Provence, comme on peut voir ici sur les côtés de cette salle des paysages, mais également des collections scientifiques avec beaucoup de pièces qui proviennent de la montagne, comme des fossiles, des herbiers, mais également des animaux naturalisés. Et ce qui est intéressant dans ce projet, c'est que finalement, cette double vocation, à la fois artistique et scientifique des collections, elle a été revendiquée par la conservatrice du musée Gassendi, donc Nadine Gomez-Passamar, qui est également directrice du Cairn, dans son projet donc muséographique. Et pour cela, en fait, elle a revendiqué cette double vocation en s'appuyant sur deux modèles spécifiques. Le premier, c'est le modèle du cabinet de curiosité. Là, ici, on voit une pièce de Marc Dayen qui accueille les visiteurs à l'entrée du musée et qui cristallise d'une certaine manière ce qui se joue à l'échelle plus large du musée. Et cette notion de cabinet de curiosité, elle est intéressante parce qu'elle a permis à la conservatrice d'insister sur une forme de transdisciplinarité et aussi de résister, on pourrait dire, à une certaine séparation moderne des savoirs. Le deuxième modèle important sur lequel elle va baser son projet, c'est celui de l'écomusée. Donc avec cette idée, pour le dire assez rapidement, de baser son projet sur les spécificités à la fois historiques, culturelles, scientifiques du territoire. Et encore juste un petit mot biographique par rapport à la conservatrice qui permet aussi de comprendre ce projet scientifique et culturel qui va aboutir notamment à la création du Cairn, donc à la fin des années 90, c'est qu'elle est géologue de formation, qu'elle a participé notamment à la création de cette réserve naturelle protégée. Elle connaît très bien ce territoire puisqu'elle l'a cartographié et que par ailleurs, elle a été formée à l'écomusée du Creusot, qui était une structure assez pionnière en la matière. Donc ici, vous voyez la fameuse dalle aux ammonites de Digne. Voilà, évidemment, on est dans un territoire où cette question de l'extinction des espèces est
à la fois extrêmement abstraite, mais en même temps assez concrète, puisqu'elle est lisible à même la roche et qu'elle façonne finalement le quotidien des paysages qu'on traverse. Alors, une œuvre emblématique pour le Cairn, c'est bien sûr Refuge d'art que vous connaissez certainement, qui est, pour en dire deux mots, donc une œuvre itinéraire, puisque c'est un parcours de 150 km qui permet de relier à pied 6 refuges que vous voyez en bas, dans lesquels Andy Goldsworthy donc qui est l'auteur de Refuge d'art, a positionné à chaque fois, à proposer une sculpture à l'intérieur de ces refuges dans lesquels les randonneurs peuvent dormir. On emprunte la clé au musée Gassendi. Donc, on relie à pied ces refuges et également les 3 sentinelles que vous voyez en haut qui viennent baliser ce territoire protégé. Et ces refuges ont permis la réhabilitation d'anciennes ruines. Et c'est une sorte d'hommage à l'architecture vernaculaire et à la ruralité, bien sûr, qui façonnait la région au début du siècle dernier. C'est aussi une sorte d'hommage, on pourrait dire, aux fantômes locaux et passés du territoire. Je fais un saut donc, de 20 ans dans le temps, avec, pour vous parler là du projet donc, de Sylvain Gouraud. Il y a évidemment plein d'autres choses à dire sur les fondations du projet du Cairn, mais on pourra peut-être là aussi y revenir ensuite. Ce projet de Sylvain Gouraud s'intitule La vallée partagée. Et en fait, il a travaillé sur le site de l'Estoublaïs, qui est une vallée située à une 40aine de minutes au sud de Digne, près d'un petit village qui s'appelle Majastre. C'est un site que Sylvain Gouraud connaît bien puisqu'il y vient depuis plusieurs années de manière assez régulière. Et tout son projet est parti d'une certaine manière de cette image. Une image qui présente donc, de prime abord un espace assez naturel. Et c'est précisément cette conception-là, en fait, du paysage dont on hérite face à ce type de panorama et de vue que Sylvain Gouraud va tenter de démonter finalement à travers sa résidence en quête et à travers le projet qu'il va mener dans cette vallée. Là, je voudrais le citer rapidement, puisqu'il écrivait dans sa note d'intention, et c'est assez parlant, il écrivait « Un paysage naturel, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Les arbres, ils ont été plantés dans les années 60 pour tenir la montagne. Le ruisseau, il est entretenu par la société de pêche qui y cultive ses alevins. Les prairies alors, mais elles n'existent que parce qu'Alain le berger y fait paître ses brebis, empêchant les pruneliers de gagner du terrain. Ce paysage qui nous semble vide et sauvage lorsqu'on arrive dans la vallée est en fait habité par de multiples âmes humaines et non humaines qui participent, chacune selon son intérêt, à façonner ce paysage. Pour autant, peut-on parler de paysage artificiel ? Cette distinction entre le naturel et l'artificiel est mal posée. Elle ne nous permet pas de comprendre le monde qui nous entoure. Pour sortir de cette vision moderne, il nous faut le décrire autrement, avec d'autres codes et d'autres grilles de lecture. Et c'est justement cette nouvelle grille de lecture qui va incarner très matériellement en fait son projet, puisque cette première image, ce panorama va être littéralement mise en grille et que toutes les interrogations qui sont là posées par écrit vont être redéployées à l'occasion de la restitution de son projet qui va se dérouler en deux parties, deux moments. Le premier moment qui va être, où Sylvain va proposer donc une balade découverte dans ce fameux paysage et notamment en compagnie d'une botaniste du parc du Verdon qui nous permettra d'explorer, de découvrir un certain nombre d'espèces endémiques, de plantes et de papillons. Et il y a une deuxième partie de la restitution qui va se passer sur la place du village, sous l'appentis, et dans laquelle Sylvain Gouraud va déployer le fil de ses enquêtes en retournant une à une les images bien fixes et plutôt dépeuplées de ce premier panorama pour nous proposer une seconde grille qui va être une grille beaucoup plus fragmentaire mais aussi plus complexe. D'autres images vont révéler finalement la manière dont ce paysage a été et est toujours extrêmement façonné par les humains et les non-humains et la manière dont ce village est connecté, relié au reste du monde. Et ce jour-là, on apprendra notamment que Majastre est à la fois relié à la Chine, à la Nouvelle-Zélande et à Bruxelles, notamment par le biais des politiques agricoles communes. On apprendra par exemple que les moutons de Majastre voient leur laine justement
rejoindre la Chine par container pour être lavé et traité avant de revenir en France sous la forme de fil ou de pull, en fait, ce qui permet de contrer le fait de les envoyer en Chine permet de contrer les normes européennes beaucoup plus strictes en termes de pollution des eaux. Donc voilà, c'est un projet qui réhabilite très pragmatiquement à travers l'enquête les caractéristiques écologiques et la géopolitique qui prend part à ces lieux. Alors j'ai pas vraiment le temps de rentrer dans voilà, toutes les histoires et tous les récits qu'en fait il va dévoiler oralement en retournant chacune de ces images, mais je vous invite, pour ceux que ça intéresse, celles et ceux que ça intéresse, à aller voir la vidéo trace qu'il a fait et qui est disponible sur le site, sur la page archive du Cairn. Pour conclure, moi, ce qui m'intéresse dans ce projet, c'est qu'on passe vraiment d'une certaine contemplation assez pittoresque, distancielle, sublime, en fait, du paysage, d'un paysage, à une exploration du territoire et une compréhension fine des enjeux qu'il habite et dont nous dépendons aussi. Et dans ce projet, il y a quelque part cette idée que si ce beau territoire protégé, montré donc dans le premier panorama, peut tenir aujourd'hui, c'est aussi parce que d'autres territoires, en l'occurrence par exemple ici la Chine, peuvent être pollués. Et ça pose la question de finalement quel est le coût de ces paysages, nos paysages préservés, et ça croise des questions qui sont là liées voilà, à une forme d'impérialisme européen, au néocolonialisme aussi. Et il me semble que tout l'intérêt du travail de Sylvain Gouraud, c'est de révéler finalement ces territoires, ces autres territoires fantômes dont nos territoires protégés dépendent en partie. Et je fais une petite parenthèse pour préciser que cette expression de territoire fantôme, dont je ne suis pas du tout la première à parler, s'inspire d'une notion historiographique qui a été développée par un historien qui s'appelle Kenneth Pomerance, qui a développé donc cette notion d'hectare fantôme pour désigner la façon dont la Grande-Bretagne, de la révolution industrielle, comme d'autres économies mondes après elle, intégra à sa sphère d'influence des terres qui lui manquaient pour mener son train de vie comme elle entendait le mener, ou en tout cas pour maintenir ce train de vie. Et donc, il me semble que voilà, ce projet prolonge et actualise d'une certaine manière un geste qui a pu être porté par les artistes entre guillemets fondateurs du Cairn, comme Andy Goldsworthy, qui était dans une évocation des fantômes locaux du passé. Mais chez Sylvain Gouraud, par exemple, en l'occurrence, ça se complique un peu. On est dans une forme finalement non plus de diachronie des fantômes, mais de synchronie, puisque ces fantômes accompagnent la présence même de nos territoires, que tout son projet finalement s'attache à rendre visible et à révéler. Voilà, pour moi, c'est vraiment un projet qui comment dire, je vais arrêter le partage d'écran, qui me semble répondre assez bien à la deuxième question qui a été posée dans le cadre de cette table ronde. Voilà, c'est une proposition artistique qui permet de rendre sensible, je reprends les termes de la question, les meurtrissures, les dommages irréversibles que le dérèglement climatique inflige à la montagne. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il le fait en se déplaçant, puisque finalement, là, voilà, il se joue quelque chose ici, mais aussi peut-être et surtout ailleurs, avec voilà, des questions, les effets en fait de ça voilà, sur d'autres paysages bien lointains géographiquement. Voilà, j'espère que c'était pas trop long. Non, c'est parfait. Merci beaucoup, Julie. Je pense que c'est vraiment très riche. Il y a des éléments aussi comme Caroline le souligne à mes côtés, qui sont aussi pertinents du point de vue du récit dans l'œuvre que tu viens de présenter. Je laisserai plutôt la parole déjà à vous, si vous avez des éléments qui font résonance, qui font écho dans toutes vos approches, hein, que ce
que cela soit l'ouverture vraiment voilà, des refuges pour faire dialoguer les mondes, ou alors le faire à travers la pratique théâtrale, que cela soit tenter des pratiques, je reprends tes mots, Guillaume, qui entendent prendre soin de ce qui répond ou résiste à l'aménagement corrosif de la planète, ou que cela soit effectivement pour restituer la complexité et puis voilà, le caractère enfin, lié au monde, je dirais local, mais c'est un petit peu moche comme nom, mais des paysages qu'on habite, et puis de subvertir, ou en tout cas lever la fiction du sauvage sur les paysages qu'on habite aussi, relier le monde en fait. Voilà, je vous laisse échanger si vous avez des questions déjà, ou alors voilà, des échanges, des résonances. Et j'invite les participantes et participants à poser leurs questions, comme d'habitude, dans l'onglet questions-réponses qui se trouve en bas de l'écran. J'avais juste une remarque par rapport à une question qui a été posée au moment de la première table ronde. J'ai quelqu'un qui demandait si ces problématiques avaient été abordées dans la question, dans le spectacle vivant. Et je sais que vient de paraître aux éditions B42 un livre qui s'appelle Mort ou vif pour une écologie des arts vivants. Je dis ça, je viens de l'acquérir, je ne l'ai pas du tout lu, donc voilà, je ne peux rien en dire pour l'instant, mais en tout cas qui se focalise sur ça. Donc, une manière de répondre à une question qui a été posée tout à l'heure. Merci Julie. Alors, nous n'avons pas trop de questions pour l'instant. Moi, j'avais peut-être une question par rapport au travail de Sylvain Gouraud. C'est simplement dans les descriptions qu'il fait des sortes de sous-couches du territoire ou de ces entremêlements avec la Chine, etc. Il y avait, est-ce qu'il y avait une orientation en fait qui était forcément une sorte de rapport qui pourrait être négatif, où il y avait à la fois des choses qui sont très positives dans ces sortes de points très locaux, mais qui sont interconnectés de toute façon dans le monde d'aujourd'hui, qui font que voilà, ce qu'on fait ici, ça impacte l'autre bout de la planète, etc. Enfin, est-ce qu'il y avait une sorte de sous-entendu derrière ça, ou plutôt un rapport qui se voulait assez objectif, et on pouvait voir à la fois des aspects très positifs et très négatifs de la chose? Alors, peut-être que j'ai extrapolé un peu en rapatriant cette notion de territoire fantôme, mais voilà, j'aimais bien cette notion par rapport au contexte dinois, et aussi au regard d'un certain nombre de projets qui ont été mis en place, et notamment ce projet Refuge d'art d'Andy Goldsworthy, qui vraiment s'est monté à partir des ruines physiques, on va dire, du paysage. Et je ne sais plus qui tout à l'heure abordait, a évoqué, a parlé du travail d'Anat Singh qui a réactivé cette notion de ruine, mais non pas au sens matériel, mais peut-être au sens de paysage ruiné, mais dans une forme d'invisibilité aussi, on n'y voit plus rien. Enfin, c'était un peu le sujet de la première table de ronde. Mais pour répondre à la question, non, disons que le projet de Sylvain, c'était vraiment une restitution très, très chaleureuse et généreuse auprès des habitants de Majastre, et de quelques curieux qui ont été invités par lui et par le Cairn. Mais c'était, lui ne pointait pas directement ça. Il pointait pas du doigt les méfaits de ce que pouvaient générer ces pratiques et ces usages du territoire. Au contraire, toutes ces histoires étaient tissées autour de récits de l'ordre de la négociation. Il rapatriait notamment dans la grille, la deuxième grille, à un moment vous voyez deux chevaux. Parce que ça pose la question de l'usage de l'herbe, entre les moutons et les chevaux. Donc c'est plus de l'ordre de la négociation, mais par les récits qu'il rapportait, ça venait juste pointer des régimes de négociation nécessaires en fait aujourd'hui pour composer justement des mondes.
Et de ce point de vue-là, voilà, j'ai peut-être un peu extrapolé. Mais voilà, je ne sais pas si je réponds à la question. Et je suis pas. Moi, c'est un projet qui m'a vraiment très enthousiasmée, que j'ai pu suivre en arrivant au Cairn, qui a été coordonné par Giulia Pagnetti, qui était adjointe de direction avant moi. Donc j'ai assisté à comment dire, j'ai assisté plus en tant que spectatrice finalement qu'en tant que coordinatrice de ce projet, ce qui était à la fois voilà, une belle expérience. Et on avait ensuite élaboré une exposition à l'école d'art de Digne pour permettre justement de présenter ce travail à un public un peu plus large et voilà, en centre-ville, on va dire. Ce qui était intéressant, mais ce qui voilà, posait aussi la question du contexte, puisque là, le projet enfin, voilà, prenait aussi un sens, puisqu'il était habité avant par une balade dans enfin, une découverte dans ce fameux paysage qu'on a pu éprouver, quoi, du point de vue aussi de la fascination qu'on peut avoir face à ce type de paysage. Voilà. Merci, super intéressant. Oui. Peut-être que je peux lancer la question du coup à Guillaume. J'ai beaucoup apprécié la deuxième vidéo que tu présentais. Et je me demandais, enfin, on sent qu'il y a quelque chose de l'ordre vraiment de la précarité et d'une forme de modestie que tu signifiais dans les doutes que tu avais au départ voilà, face à cette montagne et face à ce projet de résidence. Et je me demandais, voilà, si c'était vraiment enfin, tu parles beaucoup de gestes, enfin, on sent une forme de précarité. Et voilà, c'est juste une remarque que je me suis faite. Je me suis dit, ah oui, il y a vraiment une idée pas de renoncement, mais voilà, de petites choses, voilà, de fragilité. Ça, j'ai trouvé ça très, très signifiant dans la deuxième vidéo. En fait, j'ai pas vraiment de questions, c'est plus une remarque. Mais Ben, ouais, j'y tiens assez pour plein de raisons à ce rapport à la fragilité. Et même, j'aime bien quand les travaux, au final, ne laissent pas de traces. Et euh, ça vient d'une conférence d'une aborigène qui expliquait à Metz, qui, en voyant la cathédrale de Metz, elle avait compris pourquoi, en gros, on ne pourrait jamais comprendre sa culture, parce qu'on était dans l'optique de construire des choses qui allaient traverser les siècles. Et elle était plutôt dans une optique de mourir sans rien laisser vivre, tellement en harmonie avec les choses qu'à sa mort, il restera plus de traces. Et j'ai tout le temps trouvé ça profondément juste. Et en même temps, je suis avec ma culture et avec mon travail qui produit des traces aussi. Et c'était comment négocier avec ça et donc être dans une forme de précarité de moyens. Euh, c'est commode pour ça aussi. Et puis, aussi, il y a un rapport un peu aux matériaux, en fait. Utiliser un matériau, c'est impliquer toute l'histoire de sa production que je maîtrise pas forcément. Enfin, justement, on rejoint cette histoire de moutons et de Chine, etc. Et donc, travailler avec des choses assez simples, desquelles on peut peut-être maîtriser, oui, où on les prélève et où elles vont et on les ramasse. J'ai l'impression de partir sur une sorte d'hors-sujet aussi, mais disons qu'en général, ces gestes, ils se déploient plutôt en milieu urbain et j'ai beaucoup moins de scrupules à prélever des bouts d'asphalte pour un projet ou un autre et être déjà dans des formes de petites désartificialisations des sols, vraiment à mon échelle. Et oui, en montagne, tout ça devenait plus délicat, en fait, de prélever la moindre chose. Donc, en général, je crois que mon travail, il a une forme de précarité parce que je m'y sens bien, mais c'était peut-être d'autant plus le cas en montagne. J'ai l'impression d'être parti un peu hors sujet aussi. Je partage pas cette sensation. Bon. Mais en tout cas, ça permet aussi de faire un lien avec une autre question qui est posée. Voilà, bon, c'est d'un point de départ différent, mais on a une question de Nathalie qui se questionne sur justement le dialogue entre ville et montagne, voilà, qui pense à Grenoble entouré de trois massifs. Et voilà, je suis pas tout à fait sûre de la question, mais qui se demande comment éviter de considérer seulement la montagne comme un décor, quoi. Et je sais pas si Freddy, tu as une réaction par rapport à cette question, puisque c'est vrai que c'est un des grands sujets des assos, notamment, voilà, de travailler ce rapport.
Très, très ultra rapide peut-être parce que je pense qu'effectivement c'est une question forte. Je crois qu'il faudra qu'on fouille parce que et pour certains habitants de la ville en bas, la montagne peut être vécue comme un décor inerte. Elle est là-haut, on n'y va pas, on ne sait pas ce qui s'y passe. Pour d'autres, la montagne peut être vécue comme simplement, enfin, du moins les flancs de montagne, comme un lieu de passage pour aller soit en station, soit ailleurs. Dans tous les cas de figure, je trouve que y a un rapport qui reste encore assez, dire pauvre, je ne sais pas quel mot utiliser, à la montagne, et dans le sens où je pense il y a peut-être besoin de mettre de la réflexion, des moyens pour apprendre à lire la montagne. Vous savez, je ne sais pas si le parallèle est parlant, mais on pourrait se dire aussi des gens qui passent devant une librairie avec plein de bouquins, s'ils ne savent pas lire, ils voient du papier. Voilà. Et passer devant la montagne sans apprendre à lire la montagne, à la découvrir, à la ressentir avec. Voilà, je crois clairement, il y a besoin de mettre de l'énergie pour que la montagne ne soit pas qu'un lieu de consommation ou pas simplement un décor, et donc la cultiver quelque part dans toutes ses dimensions, ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Et ça me semble une des questions fondamentales, justement, pour ne pas avoir un rapport appauvrissant à la montagne, où on va le prendre au positif pour profiter, pour s'enrichir des expériences de la montagne, alors qu'on a quelque chose, je trouve qu'on a des pépites naturelles, des pépites de savoir-faire, qu'on a des pépites d'émotions, de sensibles qu'on a sous la main, et que de le réduire à un terrain de jeu ou un terrain de consommation, c'est au-delà de l'impact que ça a sur la montagne, je trouve que c'est du gâchis, quoi. Voilà, donc oui, un vrai défi pour moi. Et puis on a une deuxième question. Je pense qu'il y a déjà eu des éléments qui ont été, merci Freddy, pardon, qui ont été évoqués dans ce que tous, voilà, vous avez témoigné. C'était la relation qui existe entre, enfin, la personne Céline demande comment en tant qu'artiste êtes-vous ou n'êtes-vous pas en lien avec le monde scientifique sur les préoccupations d'évolution et effondrement de la montagne. Je pense que Jérôme, tu avais pu déjà esquisser des pistes sur cette question. Voilà, peut-être vous la reposer à tous pour étoffer la réponse à Céline sur les liens entre le monde scientifique, notamment sur les questions d'évolution et d'effondrement. Bah, très rapidement, moi, oui, j'en ai un peu parlé tout à l'heure. Ça fait partie de ce regard un peu multidisciplinaire qu'on essaie de porter sur les sujets qu'on traite. Et effectivement, concrètement, là, sur les projets, sur les spectacles qu'on écrit, on a rencontré pas mal de personnes, de glaciologues, de climatologues, de géologues. Voilà, donc entretien, discussion, un peu de terrain aussi, essayer d'appréhender ça. Voilà, pour moi. Oui, moi je veux bien dire un mot par rapport plus largement à la structure du cairn. C'est vrai que je crois que c'est un des aspects assez novateurs de cette structure, donc qui naît à la fin des années 90, d'avoir très vite repoussé l'idée assez moderne finalement, enfin en tout cas l'idée d'un objet d'art ou d'une production artistique qui devrait être détaché du contexte et un lieu qui a plutôt refusé l'œuvre d'art autonome, même s'il y a un espace d'exposition à petite échelle qui est un white cube, donc un espace blanc de présentation, et qui a vraiment insisté sur une dimension très située, sur laquelle d'ailleurs est revenu Baptiste Lanespèce en introduction, une relation très très située au lieu, et de ce point de vue-là, il y a eu
enfin, la conservatrice a énormément mis en lien les artistes avec aussi des scientifiques de la région, notamment une géologue qui s'appelle Miette Guillaumard, qui a rencontré de nombreux artistes et qui a pu les accompagner dans leur manière d'appréhender la montagne et qui finalement a été un intermédiaire pour qu'ils puissent apprendre à lire, comme le disait Monsieur Maignan juste avant, ou à voir. Là, je fais référence au magnifique livre publié par Estelle Zong-Mengual qui, sur ces questions, enfin, pour moi, ouvre un champ voilà, très riche aussi de relecture de toute une histoire de l'art qui a passé un peu sous silence une certaine interprétation des paysages pour leur réinsuffler leur part de vie, pas pour tous, mais en tout cas pour certains, et notamment certains mouvements auxquels ils s'intéressent, comme le l'Hudson River School. Mais je m'égare un peu. En tout cas, voilà, c'est vrai qu'à Dean s'est mis en place une collaboration assez riche entre artistes et scientifiques qui a nourri le projet et qui fait qu'il y a eu une forme de revendication aussi voilà, d'une couleur locale qui aujourd'hui fait que on peut dire que ça a été un projet assez pionnier sur ces questions. Ok, merci beaucoup. Eh ben, on va peut-être faire, s'il n'y a plus de questions, ce que je crois qui est le cas, une toute petite dernière pause, mais alors on a vraiment juste pour aller boire un coup avant voilà, de passer donc à la partie conclusive de cet après-midi. Donc on vous retrouve dans 10 minutes, 19 heures pile. À tout de suite, merci beaucoup.